Je regardais mon coloc Julien murmurer des noms qui n'existaient pas depuis 3 semaines maintenant, et je savais enfin que nous étions tous foutus quand j'ai entendu ces mêmes noms sortir de ma propre bouche cette nuit-là, dans mon sommeil. Cette découverte m'a glacé le sang, et j'ai compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Il avait commencé par des trucs simples, des prénoms qui résonnaient presque normalement dans l'obscurité de notre petit appartement parisien. Fantine, Valérian, Éléonore. Des noms un peu démodés peut-être, mais pas impossibles à entendre dans les rues de France. Je me disais qu'il avait dû rencontrer quelqu'un au boulot, une nouvelle collègue peut-être, ou alors qu'il regardait un vieux film français dans sa chambre, l'un de ces mélodrames d'époque qu'il affectionnait parfois. Rien qui ne puisse s'expliquer rationnellement. Julien et moi, on se connaissait depuis la fac d'informatique de Jussieu. 8 ans d'amitié solide depuis nos 20 ans. Ingénieur système dans une start-up du 11e arrondissement, très carré, très rationnel, presque maniaque dans ses habitudes. Le genre de mec qui range ses chaussettes par couleur dans des compartiments étiquetés, qui programme ses alarmes de réveil à la minute près, selon un algorithme complexe qu'il avait développé pour optimiser ses phases de sommeil. Rien de mystérieux chez lui, aucune tendance à l'ésotérisme ou aux bizarreries. C'était même ça qui me rassurait dans notre colocation, la prévisibilité rassurante de Julien. Notre appartement au 4e étage, rue de Belleville, était minuscule, mais parfaitement situé. 42 mètres carrés, coincé entre un restaurant chinois au rez-de-chaussée et une famille nombreuse au 5e. 2 chambres séparées par une cloison si fine qu'on entendait absolument tout. Les ronflements nocturnes, les conversations téléphoniques, même les pages qu'on tournait dans un livre. Cette proximité forcée avait ses avantages et ses inconvénients. On savait toujours quand l'autre était là. On partageait involontairement nos vies privées, mais on veillait aussi l'un sur l'autre, sans vraiment s'en rendre compte. C'est exactement comme ça que j'ai commencé à entendre Julien parler seul dans sa chambre, vers 2 heures du matin. Au début, j'ai cru qu'il était au téléphone avec une fille, peut-être une relation secrète qu'il ne voulait pas me présenter tout de suite. Mais quand je tendais l'oreille contre la cloison tiède, il n'y avait qu'une seule voix qui résonnait dans l'obscurité, la sienne, douce et monocorde, comme s'il lisait une liste. Miralis, Quentis, Zorian. Des noms étranges qu'il prononçait avec une précision troublante, en détachant chaque syllabe comme s'il s'adressait vraiment à quelqu'un dans sa chambre. Sa voix avait pris une tonalité différente, presque tendre, une douceur que je ne lui connaissais pas dans nos conversations habituelles. Ça m'intriguait, mais sans plus. Dans un premier temps, on était tous les deux célibataires depuis pas mal de temps. Moi depuis ma rupture avec Clara 6 mois plus tôt. Lui depuis sa séparation d'avec Amélie l'année précédente. Peut-être qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il s'entraînait à prononcer son prénom, comme on répète un discours important avant de le délivrer. Sauf que les noms changeaient chaque soir, dans un carrousel mystérieux. Nephalim, Curiel, Tadéon. Des prénoms qui n'avaient rien de français, rien de contemporain. Ils sonnaient anciens, venus d'ailleurs, chargés d'une étrangeté qui me faisait frissonner malgré moi. Et Julien les égrenait avec une constance déconcertante.
toujours vers la même heure, toujours avec la même intonation respectueuse. J'ai fini par lui en parler un matin de novembre, devant nos bols de café fumant dans notre cuisine étroite qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Il me regardait avec des yeux fatigués, des cernes violacées qui trahissaient des nuits agitées. Ses mains tremblaient légèrement quand il portait sa tasse à ses lèvres. Un détail qui ne lui ressemblait pas. « Tu parles à quelqu'un le soir dans ta chambre ?» J'ai demandé en essayant de garder un ton désinvolte. Il a haussé les épaules, évitant mon regard. « Non. Pourquoi tu me demandes ça ?» J'entends des voix à travers la cloison. Tu répètes des prénoms, comme si tu faisais l'appel ou quelque chose comme ça. Son expression s'est figée une seconde. Une micro-expression de panique qui a traversé son visage avant qu'il ne se ressaisisse. Puis il a souri. Mais ce sourire ne ressemblait pas à ceux d'avant. Il avait quelque chose de forcé, de mécanique. « Ah ça !» il a dit en se grattant la nuque. « Je révise des listes pour le boulot. Des noms d'utilisateurs pour la nouvelle application qu'on développe. Tu sais comme c'est? Les brainstorms créatifs. Faut bien tester la sonorité des pseudos. » Ça semblait logique, en effet. Julien travaillait dans une boîte de jeux vidéo spécialisée dans les MMORPG. Il pouvait très bien être chargé de valider des noms de personnages ou de tester l'ergonomie de nouvelles interfaces. J'ai hoché la tête, rassuré par cette explication rationnelle. Et j'ai fini mon café en pensant à autre chose. Mais le soir même, allongé dans mon lit, j'ai tendu l'oreille malgré moi quand les murmures ont recommencé. Séphur, Méliande, Cortis. Ces noms n'avaient définitivement rien à voir avec des pseudos de gamers contemporains. Ils sonnaient moyenâgeux, mystiques, comme sortis d'un grimoire poussiéreux ou d'une chronique médiévale. Et Julien les prononçait avec une précision troublante, en articulant chaque consonne, chaque voyelle, comme s'il récitait une formule magique dont il ne fallait rater aucun mot. Piqué par la curiosité, j'ai noté quelques-uns des noms que j'avais retenus, et je les ai googlés le lendemain sur mon ordinateur portable. Aucun résultat pertinent, même pas sur les forums de fantasy les plus obscurs, même pas sur les sites de généalogie spécialisés dans les prénoms rares ou anciens. Ces noms semblaient n'exister nulle part dans l'espace numérique, comme s'ils avaient été inventés de toutes pièces. Le lendemain matin, Julien était encore plus pâle que d'habitude. Il avait les yeux cernés, injectés de sang, et les mains qui tremblaient visiblement quand il tentait de tenir sa tasse de café. Ses gestes étaient devenus hésitants, presque fragiles. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a juste marmonné quelque chose d'incompréhensible à propos du stress au boulot et d'un projet qui lui bouffait ses nuits. Mais ce stress avait quelque chose d'inquiétant, de différent de la fatigue professionnelle habituelle. Julien sursautait au moindre bruit. Maintenant, le grondement familier de l'ascenseur, les pas de Madame Pichon dans l'escalier, même le bip anodin du micro-ondes, le faisaient tressaillir, comme s'il s'attendait constamment à ce que quelque chose de terrible survienne. Il regardait par-dessus son épaule quand il marchait dans l'appartement, fixait les coins sombres, comme s'il guettait des mouvements invisibles. Les noms ont continué nuit après nuit, dans une litanie obsédante. Thessalier, Embriel,
Valdris. Et il devenait progressivement de plus en plus complexe, de plus en plus étrange, comme si Julien accédait à des couches plus profondes d'un répertoire mystérieux. Il les prononçait maintenant avec une espèce de révérence religieuse, sa voix portant des intonations que je ne lui avais jamais entendues. Des inflexions douces, suppliantes parfois, comme s'il s'adressait à des divinités bienveillantes. J'ai commencé à noter systématiquement tous les noms sur mon téléphone, dans un document que j'ai intitulé bizarrement « Liste Julien », par curiosité d'abord, puis par inquiétude grandissante. Il y avait quelque chose dans ces sons qui me dérangeait profondément. Ils semblaient résonner dans ma tête bien après que Julien ait cessé de parler, comme des échos persistants qui refusaient de s'estomper. Nuteris, Zandrak, Élisène. Un soir de la fin novembre, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai collé mon oreille contre la cloison tiède qui séparait nos deux chambres, retenant ma respiration pour ne pas faire de bruit. Julien ne se contentait plus de réciter des noms dans le vide. Il chuchotait, murmurait, comme s'il répondait à une conversation invisible. Des pauses s'intercalaient entre les noms, des silences expectants comme dans un dialogue à deux voix. Mais je n'entendais toujours qu'une seule voix, la sienne. Oui, Kérian, je comprends parfaitement Valdris. D'accord, Thessalie. Bien sûr, Méliande. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines. Julien ne récitait plus une liste. Il discutait avec ces noms comme s'ils étaient des personnes réelles, des interlocuteurs présents physiquement dans sa chambre. Sa voix alternait entre déférence et familiarité, comme s'il entretenait des relations personnelles avec chacun de ces êtres inexistants. Le lendemain matin, j'ai trouvé Julien debout dans la cuisine à 5 heures du matin, parfaitement immobile devant la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure grisâtre. Il fixait quelque chose que je ne pouvais pas voir, les yeux grands ouverts, les bras ballants le long du corps. Quand je lui ai dit bonjour, d'une voix douce, pour ne pas le startler, il a mis plusieurs secondes interminables à réagir, comme s'il revenait de très loin, d'un voyage mental dans des contrées inaccessibles. « Tu as bien dormi ?» j'ai demandé, même si la réponse était évidente. Il parle de plus en plus fort maintenant. Il a murmuré sans me regarder, les yeux toujours rivés sur la fenêtre. Ils deviennent impatients. « Qui ça, Julien? De qui tu parles ?» Il s'est tourné lentement vers moi, et j'ai eu un véritable choc. Ses yeux avaient changé. Pas la couleur, qui était toujours le même brun noisette que je connaissais depuis 8 ans, mais l'expression. Il semblait regarder à travers moi, vers quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Quelque chose qui n'appartenait pas à notre réalité familière. « Tu ne les entends vraiment pas ?» il a demandé avec une pointe de déception dans la voix. J'ai secoué la tête, de plus en plus inquiet. Il a soupiré profondément, comme si mon incapacité à percevoir ces mystérieux interlocuteurs le désolait sincèrement. Puis il est retourné dans sa chambre d'un pas traînant. J'ai entendu la porte se fermer et, pour la première fois depuis qu'on vivait ensemble, le verrou tourné dans la serrure. Julien ne fermait jamais sa porte à clé. Jamais. Cette nuit-là, les murmures n'ont duré jusqu'à l'aube.
dans un marathon vocal épuisant. Kirilleth, Morvain, Zephyrion. Et entre les noms, des bribes de phrases que je n'arrivais pas à saisir complètement, prononcées dans ce qui ressemblait à une langue étrangère, ou peut-être très ancienne. Sa voix avait pris une cadence rythmée, hypnotique, comme une incantation ou une prière répétitive. Parfois j'entendais distinctement le mot « oui » ou « merci » en français, mais le reste m'échappait dans un flot de syllabes incompréhensibles. Au bout de quelques jours supplémentaires, j'ai remarqué que Julien ne sortait pratiquement plus de sa chambre, sauf pour de brèves excursions aux toilettes ou pour se servir un verre d'eau dans la cuisine. Il ne prenait plus ses repas avec moi, ne regardait plus la télé le soir, ne consultait même plus ses réseaux sociaux sur son téléphone. Quand je frappais à sa porte pour prendre de ses nouvelles ou lui proposer de manger ensemble, il ne répondait plus. Seuls les murmures témoignaient de sa présence derrière la cloison. Mais les voix continuaient, inexorables, nuit après nuit. Thalassos, Nyriel, Coryphée. Je commençais à les reconnaître maintenant, à distinguer les récurrences dans cet étrange répertoire. Certains noms revenaient plus souvent que d'autres, comme si Julien avait développé des préférences, des affinités particulières avec certains de ses interlocuteurs invisibles. Il y avait Kyriel, qui revenait presque chaque soir, et Thessalie, qu'il prononçait toujours avec une tendresse particulière, comme le nom d'une amante, Valdris, dont il semblait respecter l'autorité, Méliande, à qui il s'adressait avec une déférence filiale. Un matin de décembre, en vidant la poubelle de la cuisine, j'ai trouvé des papiers froissés qui attirèrent mon attention. Des feuilles arrachées d'un carnet, couvertes de l'écriture familière de Julien. Je les ai défroissées avec précaution et j'ai eu un frisson en découvrant leur contenu. Des listes interminables de noms, certains barrés d'un trait net, d'autres entourés de cercles, d'autres encore surmontés d'étoiles ou annotés de commentaires sibyllins. J'ai reconnu tous ceux qu'il murmurait chaque nuit, mais il y en avait des centaines d'autres, des colonnes entières de prénoms raturés, corrigés, réécrits avec une obsession maniaque, comme s'il travaillait méthodiquement sur une encyclopédie exhaustive de noms qui n'existait nulle part ailleurs que dans son esprit dérangé. En bas de plusieurs feuilles, il avait écrit la même phrase plusieurs fois, d'une écriture de plus en plus brouillonne et tremblée. Ils veulent tous être appelés, ils attendent tous leur tour. Il ne faut en oublier aucun. J'ai senti mon cœur se serrer douloureusement dans ma poitrine. Julien était manifestement en train de perdre la raison. Ces noms l'obsédaient au point qu'il ne vivait plus que pour cette récitation nocturne, qu'il ne se nourrissait plus, qu'il ne dormait plus, qu'il ne maintenait plus aucune relation avec le monde extérieur. J'ai essayé de lui parler, de forcer sa porte, de le raisonner, mais il ne répondait plus à mes appels. Les seuls sons qui sortaient de sa chambre, c'étaient ces murmures incessants qui semblaient gagner en intensité et en urgence de jour en jour. Melanthe, Zephyros, Astralis. Et puis, une nuit de la mi-décembre, quelque chose a radicalement changé. Les murmures se sont arrêtés brutalement vers 2 heures du matin, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. J'ai attendu, l'oreille collée à la cloison, mais il n'y avait plus rien du tout.
Un silence total, oppressant, comme si l'appartement retenait sa respiration. J'ai fini par m'endormir malgré mon inquiétude et j'ai fait le rêve le plus troublant de ma vie. Dans mon rêve, je me trouvais au centre d'un immense amphithéâtre circulaire, semblable à ceux de l'Antiquité romaine, mais infiniment plus grand, plus vertigineux. Des gradins de pierre blanche s'élevaient tout autour de moi, disparaissant dans une brume dorée qui masquait le sommet de la construction. Et dans ces gradins, rangée après rangée, il y avait des silhouettes humaines, des centaines, peut-être des milliers de formes immobiles qui me regardaient en silence, dans une attente palpable. Elles n'avaient pas de visage précis, juste des contours flous et lumineux, mais je savais intuitivement qu'elles attendaient quelque chose de très spécifique, qu'elles avaient toutes un nom secret et qu'elles voulaient désespérément que je le prononce, que je leur donne l'existence par la parole. Une voix a soudain résonné dans l'amphithéâtre, claire et puissante. Ma propre voix m'est transformée, amplifiée par l'acoustique parfaite du lieu. Kyriel. Et immédiatement, l'une des silhouettes s'est mise à briller d'un éclat doré, plus défini, plus présente. Je pouvais distinguer maintenant ses traits, ses cheveux noirs, la cicatrice sur sa joue droite, exactement comme Julien l'avait décrite. Thessalie. Une autre silhouette s'est illuminée, révélant une jeune femme en robe bleue qui me souriait avec reconnaissance. Valdris, Keriana, Melanthe, Astralis. Les noms sortaient de ma bouche sans que je puisse les contrôler, comme s'ils avaient toujours été là, tapis dans les recoins de ma mémoire, et qu'ils attendaient juste le moment propice pour se réveiller et prendre leur envol. Plus je prononçais de noms, plus l'amphithéâtre se remplissait de lumière et de vie. Les silhouettes devenaient des personnes complètes, avec des visages expressifs, des vêtements colorés, des gestes gracieux. Elles me regardaient avec une gratitude infinie, comme si je venais de les sauver d'un néant éternel. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ma gorge était sèche et douloureuse, et j'avais un goût métallique désagréable dans la bouche, comme si j'avais vraiment parlé pendant des heures. Dehors, le jour se levait à peine, peignant les toits parisiens d'une lumière grisâtre. La chambre de Julien était parfaitement silencieuse. J'ai frappé plusieurs fois à sa porte, de plus en plus fort, mais aucune réponse n'en venait. J'ai tourné la poignée et, à ma grande surprise, elle n'était pas fermée à clé comme les jours précédents. La porte s'est ouverte, en grinçant sur une chambre complètement vide. Le lit n'était pas défait, les draps étaient encore tirés au carré comme si personne n'y avait dormi. Les affaires de Julien étaient toujours là, ses vêtements pliés dans l'armoire, ses livres rangés sur l'étagère, son ordinateur portable fermé sur le bureau. Mais il n'y avait aucune trace de sa présence récente, aucun signe qu'il avait quitté les lieux de son propre chef, comme s'il s'était littéralement évaporé dans la nuit. Sur son bureau, bien en évidence, j'ai trouvé un carnet à spirale ouvert sur la dernière page utilisée, des dizaines et des dizaines de pages couvertes de noms écrits de sa main familière, dans une calligraphie de plus en plus serrée et précise. Mais vers la fin du carnet, l'écriture changeait
subtilement. Elle devenait d'abord plus tremblée, comme celle d'une personne épuisée ou malade, puis progressivement plus nette, plus assurée, plus élégante aussi, comme si quelqu'un d'autre avait pris le relais de Julien, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'art de la calligraphie ancienne. Sur la toute dernière page, une seule phrase était écrite dans cette écriture parfaite et inconnue. « Maintenant c'est ton tour, Mathieu. Nous t'attendons. » J'ai refermé le carnet d'un geste brusque, les mains tremblantes. Mon prénom, écrit de cette écriture qui n'était pas celle de Julien, me glaçait d'effroi. Je devais immédiatement appeler la police, déclarer la disparition de mon colocataire, signaler cette situation inquiétante aux autorités compétentes. Mais quelque chose de puissant me retenait, une force invisible qui paralysait ma volonté. Les noms, ils résonnaient maintenant dans ma tête comme des cloches d'église, insistants et mélodieux. Curiel, Thessalie, Valdris. Je les entendais distinctement, même dans le silence de l'appartement vide. Ils chuchotaient à la limite de ma conscience, réclamant patiemment mon attention, ma reconnaissance, ma voix pour les faire exister pleinement. J'ai quitté l'appartement en hâte et j'ai marché au hasard dans les rues de Belleville, espérant que l'air frais et l'agitation urbaine chasseraient ces voix parasites. Les cafés ouvraient leurs portes, les gens partaient au travail dans le métro. La vie normale continuait son cours autour de moi. Mais j'avais l'impression d'être enfermé dans un aquarium invisible, coupé du monde réel par une paroi transparente et infranchissable. Tout me semblait étouffé, distant, irréel. Les noms me suivaient partout, fidèles compagnons de route. Astralis, Zéphyros, Coryphée. Je suis entré dans un café de la rue des Pyrénées et j'ai commandé un double expresso en espérant que la caféine remettrait mes idées en place. La serveuse, une jeune femme aux cheveux violets, me regardait bizarrement, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. J'ai compris pourquoi quand j'ai aperçu mon reflet dans le grand miroir derrière le comptoir. J'avais exactement la même expression que Julien ces derniers jours. Ce regard absent, perdu, comme si une partie essentielle de moi était ailleurs, dans un monde parallèle, invisible aux autres. En rentrant à l'appartement vers midi, j'ai croisé Madame Pichon dans l'escalier. Notre voisine du 3e montait péniblement ses courses hebdomadaires, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle et se reposer quelques instants. « Bonjour Mathieu », elle m'a dit avec son sourire habituel. « Votre ami va mieux ?» Il avait l'air si fatigué et préoccupé ces derniers temps. Ça m'inquiétait. « Mon ami ?» j'ai répété, déjà troublé par ce qu'elle allait m'annoncer. « Julien, bien sûr. Je l'ai croisé ce matin très tôt, vers 6 heures. Il descendait l'escalier avec une grosse valise à roulettes. Il m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires pour son travail. Quelque chose d'urgent et d'important. Il avait l'air pressé, mais soulagé. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite, de façon anarchique. Ce matin, vous êtes absolument certaine, Madame Pichon? Tout à fait certaine, mon petit. Il était même un peu plus tôt, maintenant que j'y repense. Peut-être 5h30. Il m'a juste dit au revoir poliment, et il est parti vers la station de métro. Il semblait avoir retrouvé sa bonne humeur d'avant.
Mais c'était totalement impossible. J'étais réveillé depuis l'aube et je n'avais entendu absolument personne dans l'escalier de l'immeuble. Et la chambre de Julien était vide depuis des heures quand j'avais vérifié. Les voisins du dessus et du dessous se plaignaient régulièrement du bruit des valises à roulettes sur les marches de bois. Impossible qu'un tel déménagement passe inaperçu. Sauf s'il était effectivement parti pendant que je rêvais de cet amphithéâtre mystérieux. Pendant que les silhouettes dans les gradins me regardaient et attendaient patiemment que je prononce leur nom secret pour leur donner vie. J'ai remercié Madame Pichon d'une voix blanche et je suis remonté chez moi, de plus en plus perturbé par cette chronologie impossible. L'appartement me paraissait maintenant immense et hostile, sans la présence rassurante de Julien. Plus froid aussi, comme si le système de chauffage ne fonctionnait plus correctement. Je me suis installé dans le salon et j'ai essayé de regarder les informations télévisées pour occuper mon esprit et me changer les idées. Mais les noms étaient toujours là, tenaces et insistants. Meliande, Nuteris, Zandrak. Ils tournaient dans ma tête comme une litanie religieuse, comme un mantra obsessionnel que je ne pouvais ni arrêter ni contrôler. Plus je tentais délibérément de les ignorer, plus ils devenaient présents et réclamaient mon attention, comme des enfants capricieux qui tapent du pied jusqu'à ce qu'on s'occupe d'eux. Le soir est tombé sans que je m'en rende vraiment compte. Je n'avais pas mangé, pas bougé du canapé depuis des heures. Les informations défilaient sur l'écran de télévision, mais je n'entendais plus que ces murmures intérieurs qui colonisaient progressivement tout mon espace mental. Thalassos, Élisène, Quantis. Vers minuit, poussé par une curiosité irrépressible, je me suis levé et je suis allé dans la chambre abandonnée de Julien. Le carnet était toujours ouvert sur le bureau, à la page de cette écriture mystérieuse qui n'était pas la sienne. J'ai commencé à le feuilleter depuis le début, découvrant l'ampleur de son obsession. Les premiers noms étaient effectivement écrits d'une main hésitante, malhabile, comme si Julien les découvrait en même temps qu'il les notait sur le papier. Des essais, des approximations, des corrections, puis progressivement, l'écriture se faisait plus assurée, plus rapide, plus fluide. Il avait commencé à ajouter des détails troublants à côté de certains noms, des descriptions physiques précises qui me glaçaient le sang. Kyriel, 25 ans environ, cheveux noirs corbeaux, yeux verts comme des émeraudes, petite cicatrice en forme de croissant sur la joue droite. Elle me sourit tendrement quand je prononce son nom, et elle me dit qu'elle m'attendait depuis longtemps. Thessalie, apparence juvénile, robe bleue de style médiéval, pieds nus sur les dalles froides. Elle chante une berceuse dans une langue que je ne connais pas, mais qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Sa voix est cristalline comme l'eau de source. Valdris, homme imposant d'une quarantaine d'années, barbe rousse tressée, cicatrice de bataille sur les avant-bras. Il porte une épée rouillée qui semble avoir connu de nombreux combats. Il me demande avec tristesse pourquoi je l'ai oublié si longtemps et quand je vais enfin le libérer. Julien décrivait minutieusement ces noms, comme s'il pouvait réellement les voir, les toucher, converser avec eux, comme s'ils étaient des personnes en chair et en os qui lui apparaissaient physiquement quand il les invoquait par la parole.
J'ai continué à tourner fébrilement les pages, de plus en plus absorbé par ces descriptions hallucinantes. L'écriture de Julien devenait progressivement plus nerveuse, plus désordonnée, mais les détails se faisaient de plus en plus précis, de plus en plus vivants. Zéphyros dit qu'il vient d'un pays lointain, où le soleil ne se couche jamais, où les fleurs poussent sur les nuages. Il sent la lavande sauvage et le sable chaud des dunes éternelles. Ses mains sont douces, mais ses yeux portent la nostalgie d'un exil millénaire. Astralis a les mains perpétuellement couvertes de terre noire et fertile. Elle me montre des graines brillantes qu'elle veut planter dans ma tête pour que poussent des jardins de mémoire. Quand elle parle, sa voix fait naître des fleurs sur ses lèvres. Coryphée ne prononce jamais un mot, mais il dessine constamment des symboles complexes dans l'air, avec ses doigts fins et pâles. Je ne comprends pas ce qu'ils signifient, mais ils me font pleurer sans que je sache pourquoi. Ils me regardent avec une compassion infinie. Plus je lisais ces descriptions délirantes, plus les noms résonnaient puissamment dans ma tête, comme si le fait de connaître leurs visages et leurs histoires les réveillait définitivement. Mélanté, Tadéon, Kérian. Je sentais une présence diffuse mais indéniable tout autour de moi dans la chambre vide. Pas menaçante, mais infiniment patiente et expectante, comme si une assemblée invisible attendait respectueusement que je lève les yeux du carnet pour la saluer. J'ai fermé le livre d'un claquement sec qui a résonné dans le silence. Le calme est retombé momentanément sur l'appartement, mais c'était un silence lourd, chargé d'attentes et de possibilités. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis couché tout habillé, espérant que le sommeil m'apporterait un répit salvateur, une pause dans cette escalade de l'irrationnel qui s'emparait de ma vie. Mais le sommeil a apporté les rêves, et dans mes rêves, l'amphithéâtre antique était encore plus bondé et impressionnant que la nuit précédente. Les silhouettes avaient maintenant des visages parfaitement nets, des personnalités distinctes, des histoires individuelles. Kyriel, avec ses cheveux noirs et sa cicatrice, souriait en agitant gracieusement la main. Thessalie, dans sa robe bleue, fredonnait sa berceuse mystérieuse. Valdris, massive et imposante, hochait la tête avec approbation. Ils étaient tous là, rangés dans les gradins infinis, et ils me regardaient avec une gratitude mêlée d'impatience. Et au centre parfait de l'amphithéâtre, debout sur le sable doré de l'arène, il y avait Julien. Il était immobile, les bras le long du corps, les yeux fermés comme s'il méditait ou priait. Quand il a ouvert les paupières pour me regarder, j'ai vu avec horreur que ses yeux étaient devenus complètement noirs, sans iris ni pupille, comme deux puits d'encre. « Ils m'ont choisi en premier », il a dit d'une voix qui n'était plus du tout la sienne, plus grave, plus résonnante, chargée d'harmoniques impossibles. « Maintenant, ils te choisissent, toi. C'est un honneur, Mathieu, un privilège rare. » « Que voulez-vous exactement ?» j'ai crié, ma voix se répercutant dans toute la structure circulaire. « Exister », ont répondu en chœur parfait toutes les silhouettes des gradins. Nous voulons simplement exister de nouveau, vivre dans la mémoire et dans la parole, être nommé et donc être. Qui êtes-vous? D'où venez-vous?
Nous sommes tous ceux qui ont été oubliés, a expliqué la voix collective. Tous ceux qui ont vécu et qui sont morts sans laisser de traces durables dans l'histoire. Les anonymes, les sans nom, les effacés du temps. Je me suis réveillé en hurlant, la gorge en feu et les joues trempées de larmes que je n'avais pas senties couler. L'aube filtrait à travers les rideaux de ma chambre, peignant les murs d'une lumière rosée et paisible qui contrastait douloureusement avec l'angoisse qui m'étreignait. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'est que je continuais à entendre distinctement ma propre voix murmurer dans le silence matinal. Elle récitait des noms de sa propre initiative, sans que je puisse la contrôler. Kyriel, Thessaly, Valdris. Je me suis plaqué violemment les mains sur la bouche, mais les mots continuaient à sortir, étouffés par mes paumes moites, mais parfaitement audibles. Melanthe, Astralis, Zephyros. C'était comme si quelqu'un d'autre avait pris possession de mes cordes vocales. Quelqu'un qui connaissait parfaitement tous ces noms mystérieux et qui tenait absolument à les prononcer correctement, distinctement, respectueusement. Je me suis levé en titubant et j'ai couru vers la salle de bain. Mon reflet dans le miroir, au-dessus du lavabo, m'a fait reculer d'horreur. Mes yeux étaient injectés de sang, cernés de violet, et ma peau avait pris une teinte grisâtre, cadavérique. Mais le plus effrayant, c'est que mes lèvres bougeaient toutes seules, articulant silencieusement mais précisément des mots que je ne contrôlais plus. Thalassos, Nyriel, Coryphée. J'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis aspergé le visage avec violence, espérant que le choc thermique interromprait cette récitation involontaire. L'eau glacée m'a fait du bien momentanément, mais les noms ont repris de plus belle, comme une machine détraquée qu'on ne peut plus arrêter. Quenthus, Xandrak, Elizen. J'ai quitté l'appartement en courant, fuyant ces murs qui semblaient désormais habités par des présences invisibles. Dans la rue, les passants matinaux me regardaient avec inquiétude et curiosité. Je devais avoir l'air d'un fou dangereux, marchant à grands pas en murmurant des mots incompréhensibles dans une langue qui n'existait pas. Je me suis dirigé instinctivement vers le commissariat du 19e arrondissement. L'agent d'accueil, un homme d'âge moyen aux cheveux gris, m'a écouté avec un scepticisme croissant quand j'ai tenté d'expliquer la disparition suspecte de Julien. Comment lui expliquer rationnellement que mon colocataire était parti avec des gens qui n'avaient jamais existé, que ces mêmes noms fantômes colonisaient maintenant mon esprit et prenaient possession de ma voix. Vous l'avez vu partir de vos propres yeux, m'a demandé l'agent en prenant des notes sur un formulaire officiel. Non, mais une voisine l'a croisé ce matin avec une valise. Le problème, c'est que sa chambre était déjà vide depuis plusieurs heures. Il a peut-être simplement décidé de déménager sans vous prévenir. Ça arrive fréquemment entre colocataires, vous savez. Les tensions, les malentendus. Vous ne comprenez pas, j'ai insisté, sentant la panique monter. Il parlait chaque nuit à des gens qui n'étaient pas là. Il notait obsessionnellement des noms inventés dans un carnet. Et maintenant, Maintenant vous quoi, monsieur? J'ai ouvert la bouche pour répondre, et les noms ont jailli malgré moi, dans un flot incontrôlable.
Kyriel, Thessaly, Valdris. L'agent a froncé les sourcils, visiblement déstabilisé. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Melanthe, Astralis, Zephyros. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang pour stopper cette hémorragie verbale, le goût métallique envahissant ma bouche. L'agent s'est levé de son bureau et m'a regardé avec une inquiétude grandissante. « Monsieur, ça va? Vous voulez que j'appelle un médecin? Vous avez l'air très fatigué. » J'ai secoué la tête énergiquement et je suis parti précipitamment, sans rien dire d'autre. Dans la rue, les noms ont immédiatement repris leur litanie obsédante. Tadéon, Kérian, Niteris. Je suis rentré chez moi et je me suis enfermé dans ma chambre, tirant les rideaux pour créer une pénombre apaisante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le bureau de Julien, espérant encore contre toute logique qu'il était au travail, que tout ceci n'était qu'un malentendu monumental. « Bonjour, je voudrais parler à Julien Moreau, s'il vous plaît. » Julien, mais il a démissionné il y a exactement 3 semaines, m'a répondu la secrétaire d'une voix surprise. Il a envoyé sa lettre de démission par mail un matin, disant qu'il avait trouvé autre chose de plus intéressant. Personne ne l'a revu depuis 3 semaines, exactement le moment où les murmures nocturnes avaient commencé dans sa chambre, exactement quand Julien avait commencé à changer, à se replier sur lui-même, à développer cette obsession pour des noms qui n'existaient pas. J'ai raccroché et j'ai fixé le plafond lézardé de ma chambre, essayant de rassembler les pièces éparses de ce puzzle impossible. Les noms tournoyaient maintenant dans ma tête comme des vautours, de plus en plus présents et réels. Zandrak, Coryphée, Méliande. Ils étaient de plus en plus nets, de plus en plus individualisés. Je commençais à distinguer leurs voix respectives, leur personnalité unique. Kyriel avait une voix cristalline et joyeuse, comme l'eau qui court sur les galets d'un ruisseau. Thessalie chantonnait constamment des mélodies nostalgiques. Valdris grondait parfois comme un orage lointain qui approche lentement. Le soir venu, épuisé par cette lutte mentale inégale, je n'ai même pas essayé de résister à leur appel. J'ai pris le carnet de Julien et j'ai commencé à écrire, ma main bougeant automatiquement sur le papier. Ambrielle, apparence angélique, robe tissée de lumière pure, ailes translucides comme des voiles de mariée. Elle me dit avec une voix de miel que j'ai été choisi pour être leur porte vers le monde des vivants. Ma main n'écrivait toute seule, indépendamment de ma volonté consciente. Les mots coulaient naturellement, sans effort, sans réflexion préalable, comme s'ils étaient dictés par une source externe. Thalassos sent perpétuellement l'eau salée et les algues fraîches. Il vient d'un océan qui n'existe plus depuis des millénaires, englouti par les mouvements tectoniques. Ses larmes sont amères comme l'eau de mer. Nyriel a des yeux couleur de braise qui brillent dans l'obscurité. Elle me montre des constellations d'étoiles qui ne sont visibles que par les morts et les mourants. Sa peau est chaude comme un foyer. J'écrivais depuis des heures quand j'ai soudain réalisé que ce n'était plus mon écriture habituelle. Ma calligraphie s'était insensiblement transformée, était devenue plus élégante, plus fluide, plus ornementée.
comme si quelqu'un d'autre guidait ma main à travers le labyrinthe des mots. Les noms se succédaient sur les pages, à un rythme effréné. Des dizaines, des centaines, chacun avec sa description minutieuse, sa personnalité unique, son histoire tragique. Un peuple entier de fantômes oubliés qui réclamaient le droit fondamental d'exister de nouveau. Vers 4 heures du matin, épuisé mais incapable de m'arrêter, j'ai levé les yeux fatigués du carnet. Ma chambre n'était plus vide. Ils étaient là, tous ceux dont j'avais écrit les noms et les histoires. Kyrielle était gracieusement assise sur mon bureau, les jambes ballantes, me souriant avec affection. Thessalie se tenait près de la fenêtre, sa robe bleue flottant dans une brise imperceptible que je ne sentais pas. Valdreis montait une garde respectueuse près de la porte, son épée rouillée reposant contre son épaule. Il ne semblait ni menaçant ni hostile, juste infiniment reconnaissant et heureux, comme si le simple fait de prononcer leur nom leur avait redonné une forme tangible, une présence dans notre monde matériel. « Merci Mathieu », a murmuré Kyrielle d'une voix douce comme le miel. « Tu nous rends notre existence. » Nous attendions depuis si longtemps, a chantonné Thessalie en esquissant un pas de danse. Des siècles et des siècles dans l'oubli et le silence. Tu comprends maintenant la beauté de notre mission, a grondé Valdris avec satisfaction. Tu es devenu notre voix, notre mémoire vivante. J'ai voulu leur poser 1000 questions, comprendre ce qu'ils étaient vraiment, d'où ils venaient, ce qu'ils voulaient accomplir à travers moi. Mais ma bouche ne m'obéissait plus du tout. Elle continuait mécaniquement à annoncer leurs noms, encore et encore, comme une machine programmée pour une seule tâche. Astralis, Zéphyros, Thaddeon. Chaque nom prononcé faisait apparaître une nouvelle silhouette lumineuse dans ma chambre, désormais surpeuplée. L'espace se remplissait progressivement d'êtres translucides, mais parfaitement visibles, qui me regardaient tous avec une gratitude émouvante. J'ai enfin compris que c'était terminé pour moi, définitivement terminé, comme ça avait été terminé pour Julien quelques semaines plus tôt. Ces noms n'étaient pas de simples inventions littéraires ou des divagations psychotiques. C'étaient des âmes véritables en attente, des esprits perdus qui cherchaient désespérément quelqu'un pour les faire exister de nouveau dans la mémoire collective. Et maintenant qu'ils avaient trouvé en moi un nouveau récitant, un nouveau médium, ils ne me lâcheraient plus jamais. J'étais devenu leur prison dorée et leur liberté retrouvée. Le soleil s'est levé sur Paris dans une explosion de couleurs chaudes. Mais ma chambre baignait maintenant dans une lumière surnaturelle, comme si elle était devenue un fragment d'un autre monde, d'une dimension parallèle où les morts et les vivants cohabitent harmonieusement. J'ai continué à écrire, à parler, à donner patiemment vie à ces noms qui se bousculaient dans ma tête comme une foule immense réclamant son droit à l'existence. Ma voix s'enrouait progressivement, mais ne se taisait jamais complètement. Coryphée, Méliande, Quantis. Vers midi, on a frappé énergiquement à ma porte d'entrée. Puis la sonnette a retenti plusieurs fois de suite, dans un carillon insistant et agaçant.
Madame Pichon s'inquiétait probablement de ne plus me voir sortir de l'appartement. Ou alors c'était le propriétaire qui venait réclamer le loyer mensuel en retard. Mais je ne pouvais plus me déplacer, plus interrompre ma tâche sacrée. Ma main écrivait sans discontinuer et ma bouche égrenait inlassablement les noms, comme un chapelet magique qu'il ne faut jamais lâcher. Zandrak, Nyriel, Élisène. Les coups à la porte ont progressivement cessé. Les heures ont défilé sans que je m'en rende compte. La nuit est retombée sur l'appartement transformé. Et dans l'obscurité bienveillante de ma chambre, les silhouettes brillaient maintenant, d'une lueur douce et dorée, comme des bougies vivantes. Elles étaient si nombreuses qu'elles débordaient largement dans le couloir, dans le salon, dans la cuisine. Tout l'appartement était habité par ces êtres magnifiques que mes paroles avaient ressuscités du néant. Kyriel s'est approché de moi, en glissant gracieusement sur le parquet. Sa main transparente et tiède a caressé mon front brûlant de fièvre. « Bientôt tu pourras te reposer, mon cher Mathieu », elle a chuchoté avec tendresse, « quand tu auras prononcé tous nos noms sans exception. »« Combien êtes-vous exactement ?» j'ai murmuré, la gorge en sang et la voix réduite à un souffle. « Nous sommes tous ceux qui ont été oubliés par l'histoire officielle, » a répondu Thessalie en continuant sa danse éternelle. « Tous ceux qui ont vécu et qui sont morts sans laisser de traces durables dans la mémoire collective. »« Nous sommes les anonymes de tous les siècles, » a ajouté Valdry en me regardant avec respect. « Les paysans, les artisans, les servantes, les soldats sans nom, les enfants morts trop tôt. Et nous voulons juste qu'on se souvienne enfin de nous. » J'ai alors compris l'ampleur vertigineuse de ma condamnation. Il n'y avait pas seulement quelques centaines de noms à prononcer religieusement. Il y en avait des millions, des dizaines de millions. Tous les êtres humains morts dans l'indifférence générale depuis que l'humanité existe. Tous ceux dont personne ne se souvient plus. Tous les effacés de l'histoire universelle. Et j'étais devenu leur mémoire incarnée, leur seule chance de retrouver une existence, même temporaire et fantomatique. Ma main a continué obstinément à noircir les pages du carnet. Ma voix a continué courageusement à égrener les noms sacrés, jour après jour, nuit après nuit, dans un marathon spirituel qui n'aurait jamais de fin. Muralus, Zorian, Nephilim. Les voisins ont finalement alerté les autorités au bout d'une semaine d'absence totale. La police a défoncé ma porte d'entrée et m'a trouvé assis à mon bureau, le regard complètement dans le vide, en train de murmurer des mots incompréhensibles dans une langue qui semblait n'appartenir à aucune famille linguistique connue. Le carnet devant moi contenait désormais des milliers et des milliers de noms, écrits dans des dizaines de calligraphies différentes, comme si des mains invisibles avaient pris le relais, les unes après les autres, qui me prêtaient tour à tour leurs poignets et leur patience. Les agents ont parlé entre eux à voix basse, mal à l'aise, cherchant un cadre juridique à quelque chose qui refusait toute définition. On m'a transporté à l'hôpital, un service psychiatrique propre et clair, où l'odeur de désinfectant avait quelque chose de rassurant. Là derrière une vitre, une interne à la frange trop droite m'a demandé doucement mon nom. J'ai essayé de le dire,
de rappeler la syllabe simple qui m'avait toujours défini. Mais mes lèvres ont livré autre chose. Kyrielle, Thessalie, Valdris. On m'a donné des comprimés et du repos. On a interdit les stylos et les carnets. On a retiré l'horloge du mur parce que le clic régulier me poussait à marquer un nom à chaque battement imaginaire. Ils ont cru avoir tout enlevé. Ils ont oublié la buée sur la vitre de la fenêtre. Le premier matin, j'ai tracé avec l'ongle, dans le voile éphémère de condensation, les lettres de Méliande. La buée a disparu, emportant le mot. Mais à l'angle de la chambre, la lumière a pulsé une fois, comme un petit cœur satisfait. L'après-midi, j'ai chuchoté Nyriel dans le creux de mon oreiller. Quelque chose a déplacé l'air, juste au-dessus de ma joue, avec la délicatesse d'une main posée pour dire merci. Chaque jour, l'infirmier au badge bleu entrait avec son chariot. Il s'appelait Marc, m'a-t-il dit, mais je ne le voyais déjà plus que comme une place vide à remplir, un siège dans l'amphithéâtre qui attendait son occupant oublié. Une nuit, ma bouche a trouvé un nom qui n'était pas celui d'un mort ancien, mais un prénom banal et discret, celui qu'un badge avait usé depuis des années. Le lendemain, Marc avait les yeux rougis et ne se souvenait plus de quel côté se trouvait la réserve de pansement. Il m'a demandé, presque en pleurant, si je pouvais répéter. Je n'ai pas osé. Les autres, eux, n'ont pas oublié. Ils aiment les reprises. J'ai compris alors que l'oubli n'était pas seulement derrière nous. Il avançait, vaste et patient, comme une marée grise. Et les noms que je prononçais n'arrachaient pas seulement des silhouettes au passé. Ils creusaient aussi des trous à venir dans la mémoire des vivants, préparant d'autres sièges, d'autres gradins. Un soir, la psychiatre a posé sur la table une feuille blanche, comme une tentation. Elle voulait observer, dit-elle, la dynamique de mon écriture. Elle s'est reculée, à distance prudente. J'ai posé le doigt sur le papier, et la pulpe a commencé à chauffer, à picoter. Sans encre ni crayon, les fibres se sont marquées, brunies par une lente brûlure. Les lettres se sont formées toutes seules, nettes. Coryphée, Élysène, Tadéon. Puis un dernier mot a jailli, plus lisse, plus droit, comme un coup de couteau tenu par quelqu'un qui connaît son geste depuis toujours. Julian. La psychiatre s'est penchée. Elle a vu le prénom de mon ami s'imprimer devant elle, comme un retour promis et inévitable. Elle a relevé la tête et je l'ai vu se mordre la lèvre pour ne pas poser la question qui la hantait déjà. Où est-il? Cette nuit-là, l'amphithéâtre a changé. Les gradins étaient toujours pleins. Mais au centre, à la place du sable doré, il y avait une scène de bois. Des rideaux lourds, en drap rouge, bougeaient, sans vent. Julien s'est avancé et m'a tendu un objet invisible que j'ai pourtant senti peser dans ma paume. Ce n'était pas un livre, pas une clé, pas un chapelet. C'était quelque chose comme une voix enroulée sur elle-même, tiède et prête à se dérouler. Ils n'exigent pas notre foi, ils exigent notre souffle. Au matin, j'ai demandé un stylo. On me l'a refusé. Alors j'ai écrit avec ce que le corps fabrique quand on n'a plus rien. La salive sur la paume, le sang d'une petite peau tirée au bord de l'ongle, la sueur sur le verre, la vapeur sur la tasse de tisane. La chambre s'est emplie, encore et encore. Les silhouettes se pressaient contre les murs et se faisaient lumière pour laisser de la place. Elles n'étaient pas menaçantes. Elles étaient infinies.
Un jour, on a ouvert la porte et on m'a dit que je pouvais sortir marcher dans le jardin clos. Le ciel était bas, les arbres taillés en boules sages. Sur le gravier, chaque pas semblait soulever des syllabes fines. J'ai trouvé un banc et je me suis assis. En face, derrière le grillage, une fillette attendait que sa mère termine un coup de fil. Nous nous sommes regardés. Elle a souri et j'ai senti un nom très ancien, doux comme du lait tiède, remonter de très loin. J'ai serré les dents jusqu'à sentir mes tempes battre. J'ai refusé de le donner, pour une fois, une seule. La fillette a incliné la tête, intriguée, puis elle a perdu son intérêt et a couru vers la balançoire. J'ai respiré longuement. Oui, me suis-je dit, on peut lutter, on peut retarder, on peut choisir. Le soir même, ils m'ont apporté mes effets personnels. Dans la poche de ma veste, il y avait le carnet de Julien. Je ne l'avais pas récupéré, je ne l'avais pas demandé. Il était là, pourtant, avec sa spirale tordue et son odeur de papier humide. Sur la dernière page, en dessous de la phrase qui me désignait, une autre ligne avait été ajoutée dans l'écriture parfaite et inconnue. Tu peux arrêter quand tu veux, Mathieu, mais si tu arrêtes, nous redeviendrons des trous. Je suis resté longtemps à regarder la phrase. Le monde respirait de l'autre côté de la vitre. Le couloir sentait la cannelle chimique et la javel. Dans ma gorge, les noms se bousculaient, polis et suppliants. J'ai posé le carnet sur mes genoux. Je l'ai fermé lentement. J'ai fermé les yeux. La première nuit sans parler a été la plus dure. Les silhouettes n'ont pas disparu. Elles se sont assises, sages, sur tous les sièges de l'amphithéâtre, et elles m'ont regardé sans reproche. À la seconde nuit, certaines se sont mises à chanter sans parole, comme si elles avaient accepté la règle. À la troisième, une poignée seulement est restée debout, juste là, à portée de voix, patiente comme la pluie avant l'averse. Je le sais désormais, je n'aurai jamais la paix totale, mais j'ai appris la mesure. Je donne parfois, très doucement, un nom par soir, 2 les soirs de grande bonté, pour qu'une lumière s'allume, petite et claire, quelque part dans l'ombre du monde. Le reste du temps, je garde le silence. Je m'entraîne à porter le regard sans ouvrir la bouche. Ce matin, avant d'écrire cette dernière page, j'ai entendu un roulement discret dans l'escalier de mon immeuble. Une valise qu'on tire, très tôt, quand la ville ne fait encore que cligner des yeux. J'ai souri malgré moi. J'ai pensé à Julien. Je n'ai pas cédé. J'ai levé la tête. Dans la vitre, mon reflet avait repris des couleurs humaines. Je termine ici. Si un jour tu trouves ce carnet sur une table, ne le feuillette pas trop vite. Laisse au papier le temps de refroidir. Et surtout, quand un nom se présente à tes lèvres, avec la douceur d'un fruit mûr, demande-toi s'il vient pour renaître ou pour te prendre ta voix. La mienne, pour l'instant, se tait. Kyrielle me fait un signe de loin. Elle comprend. Je ferme le carnet. Le silence enfin respire